RTCI vous propose Dans le vif de la Constitution. Une émission présentée par Anis Moulay et Asif Alaya. Et chaque jeudi à partir de 8h30, rendez-vous dans le vif de la Constitution avec Anis Moulay. Bonjour Anis. Bonjour Afef. Ce matin, on a le plaisir de recevoir Madame Moune Kraïm Dridi, docteur en droit public, spécialiste en droit constitutionnel. Bonjour et bienvenue sur RTCI. Bonjour. Alors, aujourd'hui, Anis, on va parler essentiellement des dispositions transitoires. Exactement, oui, les dispositions transitoires, parce qu'on arrive donc à la fin de cette consultation, ce vote-là du projet de la Constitution, et ce qui reste de ce projet, c'est finalement les dispositions transitoires, qui ont suscité pas mal de polémiques dans la mouture du 1er juin 2013, oui, mais qui ont été changées suite à l'intervention de la commission de consensus. On y reviendra tout au long de cette émission. Voilà. Donc, puisqu'on va parler des dispositions transitoires, on doit démarrer d'abord par comprendre, Madame Moune Kraïm, qu'est-ce qu'on veut dire par disposition transitoire et à quoi servent-elles? Alors, comme son nom l'indique, une disposition transitoire sert à gérer une période de transition. C'est quoi cette période de transition? C'est-à-dire la période qui sépare l'entrée en vigueur d'un texte, une loi, une constitution dans le cas qui nous concerne, et l'application de ce texte par différents textes juridiques. Donc, il faut faire la distinction entre l'entrée en vigueur d'un texte et son application. Et la période qui sépare ces deux moments est gérée par des dispositions transitoires. Ces dispositions sont limitées dans le temps et doivent être simples, claires, accessibles pour qu'elles servent à l'application de la Constitution dans le cas qui nous concerne. Donc si j'ai bien compris, Anis, c'est les dispositions qui vont gérer, entre guillemets, si on peut dire ça, le pays entre le vote de la Constitution et l'entrée en vigueur de la Constitution. Non, entre l'entrée en vigueur, et l'application de la Constitution. C'est une feuille de route finalement. Les dispositions transitoires servent à baliser le terrain, donc qui sépare entre l'empire de l'ancienne loi, loi fondamentale qui régit donc, je dirais, les pouvoirs publics, ce qu'on appelle la petite Constitution, la loi sur l'organisation provisoire des pouvoirs publics. Cette loi-là, qui est actuellement celle qui est appliquée en matière d'instances constituantes, s'agissant de l'ANC, s'agissant de l'institution de la présidence de la République, de l'institution donc de la présidence du gouvernement. Et puis, cette loi-là laissera graduellement la place à la Constitution, une fois votée, promulguée par le président de la République, et qui rentrera en vigueur. Voilà. Le problème ici, Afef, c'est que beaucoup de monde pense que l'entrée en vigueur de la Constitution va se faire d'une seule, c'est-à-dire dans un tout, c'est-à-dire une Constitution qui va entrer directement en vigueur. Allez, on va arrêter de travailler avec la petite Constitution, on va rentrer en vigueur directement avec la Constitution, si jamais elle a été promulguée par le président de la République. Non, ce n'est pas le cas. Il va y avoir une zone tampon, c'est-à-dire une période de tampon entre les deux, parce que la mise en application, justement, de la Constitution se fera de façon graduelle. C'est-à-dire, donc, en fin de compte, quand la Constitution rentrera-t-elle en vigueur? C'est-à-dire, ce que je veux dire, et l'a dit tout à l'heure Madame Mounet, c'est qu'une fois cette Constitution votée par l'Assemblée nationale, nous sommes dans le cadre du premier vote, article par article, ensuite il y aura donc le deuxième vote dans la totalité, et avec les 2/3 des élus, c'est-à-dire plus que 145 élus qui doivent voter, une fois, c'est le premier scénario, Madame Mouna, parce qu'on peut déboucher sur le référendum. Oui, on doit envisager l'hypothèse d'un référendum. Oui, on peut envisager, mais bon, ça c'est une autre paire de manches, on y reviendra peut-être. Donc je continue dans mon raisonnement. Là, une fois qu'on ait voté cette constitution-là, c'est bon, là, et puis il y a le président de la République qui va la promulguer et la mettre au Journal tunisien, le journal officiel tunisien, elle ne va pas, ipso facto, rentrer donc en vigueur. Non. Justement, cette période qui va séparer l'entrée en vigueur graduelle, et j'ai utilisé le terme graduel pour dire que les institutions prévues dans la Constitution votée rentreront petit à petit. D'abord, il y aura l'entrée en vigueur du Conseil des représentants du peuple, le pouvoir législatif avec les élections législatives. La présidence de la République avec donc l'élection présidentielle.
les instances définies, comme l'instance de l'information, comme les autres instances, donc les autorités, étape par étape. Entre-temps, est-ce que la Tunisie restera sans gouvernail? Non. Entre-temps, les dispositions transitoires permettent à dire qui va gérer quoi, selon quelles prérogatives et pendant quel temps. D'accord. Voilà, c'est ça, donc je dirais, la teneur essentielle des dispositions transitoires. Oui. D'ailleurs, Ennis, je crois savoir, il y a eu un changement concernant ces dispositions par rapport à la mouture du 1er juin 2013. Tout à fait, oui, il y a eu un changement. Alors, il faut revenir un peu, Mouna aussi, vous rappelez de cette polémique qu'a suscité... Exactement, des dispositions transitoires. Des dispositions transitoires. Oui. Et je me souviens, Rafouef, avoir même écrit un article sur le magazine en ligne Leaders, donc, qui a pour titre « Les chevaux de Troie de la Constitution ». D'accord. Les chevaux de Troie, c'est très révélateur pour dire qu'il y avait des souricières. Et parmi les souricières qui composaient donc le projet de la Constitution dans sa mouture du 1er juin 2013, c'était effectivement donc les dispositions transitoires. Et on se rappelle, Mouna, que Fadel Moussa, donc le doyen Fadel Moussa, avait même dit que le rapporteur de la Constitution, Habib Prezel, était rentré dans son bureau pour écrire ces dispositions et qu'à la fin il est venu nous dire allez, on va voter ça. Hein. Donc voilà, il y avait une sorte, donc pour résumer, qu'est-ce qui a changé dans la mouture du 13 juin, il y avait la possibilité de donner à l'ANC une latitude totale de légiférer, c'est-à-dire que l'ANC légifère quand bon lui semble sur toutes les matières, et elle sera là de façon indéfinie jusqu'à ce qu'elle se décide donc de partir. Ce qui a changé, ce qui a causé un tollé général, et parmi les dispositions qui ont été traitées dans la commission de consensus, c'était justement les dispositions transitoires qui ont changé, et Mouna Kraïm peut-être nous dira le changement qui a été donc orchestré. Oui, juste un petit mot à propos des dispositions transitoires telles qu'elles étaient rédigées dans le projet du 1er juin 2013. C'était en fait une constitution dans la constitution. Oui. Les dispositions transitoires à elles seules formaient une partie à part de la constitution qui bloquait en fait l'entrée en vigueur des dispositions constitutionnelles, qui ne facilitaient pas du tout l'entrée en vigueur de la Constitution une fois votée. Pourquoi? Parce que ces dispositions transitoires qui s'apparentaient à une Constitution à part, en plus du projet de la Constitution, ne prévoyaient aucun délai pour l'entrée en vigueur de la Constitution. D'ailleurs, même ces dispositions transitoires parlaient d'une entrée en vigueur progressive. Ce qui n'est pas normal dans la théorie de droit, et tu le sais, Nice, une loi, un texte de loi, une fois voté, promulgué et publié au journal officiel, il entre directement en vigueur. C'est-à-dire que la loi n'entre pas en vigueur par intermittence. Une fois elle est publiée, elle est là, elle existe et elle doit être appliquée. Parce que nous constituants, malheureusement, dans les dispositions transitoires telles qu'elles existaient dans le projet du 1er juin 2013, ne faisaient pas la différence, justement, entre l'entrée en vigueur et l'application d'un texte de loi. Bien sûr, ajouter à cela d'autres problèmes relatifs à la compétence des tribunaux, relatifs également aux prérogatives, aux larges prérogatives de l'Assemblée nationale constituante qui risquait de devenir un pouvoir, un super pouvoir, c'est-à-dire un déséquilibre flagrant entre les trois pouvoirs en vertu des dispositions transitoires, en plus du contrôle de la constitutionnalité des lois qui était interdit aux tribunaux pendant une période de contrôle de 3 ans par voie d'exception, etc. Les dispositions transitoires qui également donnaient au tribunal administratif la compétence d'exercer le contrôle de la constitutionnalité jusqu'à ce qu'une cour constitutionnelle prenne forme, etc. Donc plein de problèmes à cause de la manière avec laquelle ont été rédigées ces dispositions transitoires. On voit ou on constate dans l'article 146 qui est tel que rédigé par la commission de consensus qu'il y a un petit changement, mais on reste quand même en deçà des attentes, absolument.
Alors, Anis, je voudrais encore savoir et bien comprendre les dispositions transitoires. Est-ce que l'ANC continuera à gérer la Tunisie après avoir voté la Constitution et jusqu'à quand? Oui, tout à fait. C'est ça le clou de l'histoire finalement. Est-ce que cette constituante qui a été donc votée le 23 octobre 2011 se chargera uniquement de mettre en place une constitution et après, une fois que cette constitution votée, promulguée par le président de la République, est-ce que son travail s'arrêtera là ou est-ce que donc elle va continuer à travailler et selon quelle manière, selon quelle méthode? Parce que jusque-là, comme l'a si bien dit Madame Mounakreim, c'est un super pouvoir. L'Assemblée nationale constituante est un super pouvoir, notamment en matière du pouvoir constituant et du pouvoir législatif. Il n'y a pas de contrôleur, il n'y a pas un contrôle, parce que nous ne disposons pas pour la fonction législative d'une cour constitutionnelle, devant laquelle on essaie d'apprécier la constitutionnalité donc des lois qu'elle émet, et puis pour le pouvoir constituant, et ça c'est tout à fait normal, il n'y a pas donc de contrôle, et c'est tout à fait normal pour une Assemblée nationale constituante. La question qui se pose maintenant, est-ce que l'Assemblée nationale constituante va continuer à travailler après le vote de la Constitution ou non? Eh bien, oui. En matière donc de pouvoir législatif, elle continuera à être une sorte de conseil législatif, mais chose nouvelle qui a changé, c'est qu'on a essayé de délimiter ses prérogatives. Elle ne va plus légiférer comme bon lui semble. Elle va légiférer uniquement en matière de justice transitionnelle, pour les textes donc de justice transitionnelle, et surtout en matière de loi électorale, et c'est tout à fait normal, et j'ai bien envie de dire que la prochaine bataille donc au sein de l'Assemblée nationale constituante sera également donc le vote de la loi électorale. Et ce sera donc le travail de l'ANC, oui. C'est jusqu'à quand, Madame Mounakreim? Jusqu'à l'élection d'une nouvelle assemblée du peuple. Le Conseil des représentants veut dire des élections législatives. Oui. Elle continuera à travailler jusqu'à ce qu'il y ait donc des élections législatives. Ces élections législatives devraient normalement, et ça c'est une question politique, ce n'est pas une question juridique, oui. Donc devrait y avoir lieu donc au mois d'octobre, et c'est l'ISI qui est compétente à essayer de trouver donc je dirais un compromis avec les partis politiques dans une date particulière pour aboutir à des élections législatives. À ce moment-là, l'Assemblée nationale constituante donnera le témoin à cette Assemblée, le Conseil des représentants du peuple, on l'appelle comme ça dans le projet de la Constitution, qui lui va donc se charger de légiférer. Et là, l'Assemblée nationale constituante arrêtera donc ses travaux parce que de nouveaux élus vont venir à la place des anciens. Voilà. Sauf que, l'article 146 ajoute une précision en vertu de laquelle les élections, aussi bien présidentielles que législatives, devront se dérouler dans un délai ne dépassant pas 4 mois. Qui commence à courir à partir de 4 mois. 4 mois à partir de l'établissement de la haute instance indépendante pour l'instance supérieure indépendante pour les élections. Et là se pose aussi la question, Rafef, de savoir est-ce qu'on va prévoir ou organiser des élections législatives et présidentielles concomitantes, ou est-ce qu'on va donc prévoir ou organiser des élections donc qui soient avancées par rapport à d'autres et selon quel je dirais timing? Est-ce que ça sera la présidentielle avant la législative ou la législative avant la présidentielle? Ça, c'est une question qui est foncièrement politique. Ou bien en même temps. Ou bien en même temps, et c'est ce qui devrait être précisé dans les dispositions transitoires. Exactement. Et le problème ici, on peut donner une petite réponse à ça, pourquoi ça n'a pas été prévu, parce que ça prête à des calculs partisans. Absolument. C'est vrai que sur le plan logistique, je parle de plan logistique aussi, l'ISI serait à même de préparer ou d'organiser ces élections, je dirais, concomitamment, c'est-à-dire ensemble. En même temps. Bien évidemment, parce que si moi je suis électeur, vous aussi, Mouna également, donc elle va se présenter devant le bureau de vote là où elle est inscrite, et là, elle va choisir la liste ou la personne, on ne connaît pas encore la loi électorale, si c'est le scrutin proportionnel ou scrutin uninominal,
ou donc le président de la République. Ça serait mieux que de dire écoutez, aujourd'hui on va faire les législatives et après une semaine on va faire donc les présidentielles. Donc pour je dirais le coût, pour le timing, pour la disponibilité des gens, il serait mieux. Donc mais bon, ça c'est une question que je viens de dire. C'est un choix politique. C'est un choix politique. C'est un choix politique. Alors, quel sera le sort réservé à la loi sur l'organisation provisoire des pouvoirs publics, appelée aussi la petite constitution? Alors, en vertu de l'article 146 ou du projet de l'article 146, la loi sur l'organisation provisoire des pouvoirs publics, appelée entre guillemets petite constitution, continuera à être appliquée. Parce que tel que cela a été prévu également dans cet article, la Constitution sera appliquée de façon graduelle jusqu'à l'entrée en vigueur des lois qui vont faciliter son application. Entre-temps, la loi sur l'organisation provisoire continuera à s'appliquer dans beaucoup de ces articles. C'est ce qu'on peut reprocher également à l'article 146 qui prévoit que cette petite Constitution, l'Assemblée nationale constituante, l'actuelle Assemblée nationale constituante, garde ses prérogatives en vertu de la loi sur l'organisation provisoire des pouvoirs publics, et elle cite un certain nombre d'articles de cette loi, l'article 5, 6, 8, 15, 16, l'article 4, l'article 7, 9, 14, jusqu'à 26, l'article 17 à 20. Donc il y aura absolument pratiquement tous les articles, et là se pose la question de l'harmonie justement entre la deux textes qui vont s'appliquer en parallèle. Alors, Anis, il nous reste encore 7 minutes et 2 questions à poser. La première par rapport à ces dispositions transitoires, d'après vous, sont-elles capables de gérer la prochaine étape? Et puis la seconde sur la majorité des 2 tiers, 50% plus 1. Donc 2 sujets à traiter pour... Alors, si la petite constituante servira donc à gérer, forcément elle servira à gérer, mais comme l'a dit Mounet donc tout à l'heure, la question qui se pose est une question d'harmonisation entre les 2 textes. C'est-à-dire, il va y avoir un texte qui va continuer à régir, un autre qui va rentrer. Donc parfois on risque de se retrouver devant des dispositions donc qui seraient contraires. Oui, contradictoire. Et là, on risque donc de connaître un peu de problèmes de nature juridico-juridique. Hein. Donc voilà. De deux, vous avez posé la question donc relative. C'est une question politique, Rafef. Elle est juridique, mais d'un aspect qui est politique. C'est par rapport donc au vote. Pas au vote, c'est-à-dire par rapport à la confiance qui sera accordée donc, au gouvernement. Et le retrait de confiance, exactement. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que sous l'empire de la petite constitution, la loi sur l'organisation provisoire des pouvoirs publics, et je pense que c'est l'article 15, le gouvernement obtient la confiance de l'Assemblée nationale constituante à hauteur de 50% plus 1, c'est-à-dire à la majorité absolue. Et en droit, il y a ce qu'on appelle donc le principe du parallélisme des formes. Des formes et des procédures. Et des procédures, c'est-à-dire, si vous donnez la confiance à 50% plus 1, vous devez l'ôter à 50% plus 1 aussi. D'accord. Bon. Cependant, on connaît la représentativité qui existe au sein de l'Assemblée nationale constituante, et ça, je vire vers le politique, j'essaie d'expliquer sur un fondement politique. Là, le problème qui se pose, c'est qu'on connaît la représentativité qui est aux mains de Nahda et de ses donc le problème qui s'est posé, c'est que dans la feuille de route on s'était engagé, tous les partis qui prenaient part à la feuille de dialogue national se sont mis d'accord pour que la motion de censure ou le retrait de la confiance se fait avec les 2 tiers, c'est-à-dire on vote à 50% et on retire la confiance à 2 tiers, c'est-à-dire on vote à 109 élus, on retire à 145 élus. Qu'est-ce qui a changé alors? Ce qui est d'un point de vue juridique intenable, puisqu'en vertu du principe du parallélisme des formes et des procédures que tu viens d'évoquer, mais le contexte politique actuel a ses raisons. Exactement. A ses raisons. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas commencer à donner la confiance avec une majorité simple. Non. Absolue, pardon. 50%, absolue. avec une représentativité qu'on connaît tous, et là, ce gouvernement de transition-là, qui est censé nous faire parvenir, donc, je dirais, à bon port avec les élections, a une épée de Damoclès sur la tête. À chaque fois qu'une décision
donc ne sera pas apprécié par ceux qui détiennent la majorité à l'Assemblée nationale constituante, on va lui dire, écoutez, on vous menace d'un retrait de confiance. Donc, puisque tout le monde était d'accord, qu'est-ce qui a changé depuis? Puisque là, c'est un problème qui crée une polémique depuis quelques jours. On la retire aux 2/3, 50% plus 1. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, je ne sais pas, Mouna, si vous avez une réponse. Voilà. Mon point de vue est d'ordre politique. Oui. Dans certaines circonstances, telles que celles que nous sommes en train de vivre actuellement, il faut mettre de côté certains principes de droit. Bon, de la part d'une juriste, ça peut paraître un peu bizarre de défendre ce point de vue, mais vu le contexte, il faut donner au prochain gouvernement tous les moyens et la possibilité de travailler sans qu'une épée de Damoclès, telle que l'a dit Eunice, tombe sur la tête. Tombe exactement sur la tête du gouvernement. Mais moi, en tant que juriste, je vais respecter donc le principe de parallélisme. Exactement. Et ce que je propose, et il y en a certains qui l'ont proposé, pourquoi ne pas accorder la confiance avec les 2/3? Tout à fait d'accord. Et la retirer avec les 2/3. Exactement. Donc de deux choses l'une, soit mettre de côté les principes juridiques et donner la confiance à une majorité absolue et la retirer avec la majorité des 2/3, soit donner la confiance avec une majorité des 2/3 et la retirer également avec une majorité. Et là, on sera respectueux des procédures et formes juridiques. Exactement. Voilà donc notre rendez-vous prend fin pour aujourd'hui. Dans le vif de la Constitution, c'est fini. Jeudi prochain, ce sera le dernier numéro, Eunice. Et oui, on arrive vers la fin, malheureusement. J'espère que cette émission donc a permis de diffuser un tant soit peu une culture juridique à nos auditeurs et auditrices. Et la semaine prochaine sera, je dirais, la fin de cette saga. On va l'appeler comme ça. On l'espère bien. De l'émission, vous espérez l'émission non, je parlais du vote de la Constitution, la saga de la Constitution. En tout cas, moi, je reste toujours optimiste pour le vote de la Constitution. Et vous perdez toujours votre pari parce que jusque-là, elle n'a pas encore été votée comme vous l'avez dit. Oui, mais bon, c'est bien d'être optimiste. Hein. On vous remercie. Merci vous. Beaucoup. On remercie également Wafé Bouzaïda pour sa collaboration technique. Madame Mouna Ibrahim Dridi, docteur en droit public, spécialiste en droit constitutionnel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Eunice, mercredi prochain dans le vif du sujet et puis jeudi dans le vif de la Constitution. Quant à moi, je vous donne rendez-vous, chères auditrices et auditeurs, demain à partir de 10h dans C'est le Mag. Bonne journée, au revoir.